Soma est un cuisinier audacieux et bruyant, recherché comme Gordon Ramsay, qui cuisine si bien que vous vous retrouverez dépouillé en un rien de temps. Il passe son temps à faire des concours de cuisine avec son père dans le restaurant familial, mais finit toujours par perdre. Un jour, son père décroche un emploi à l'étranger et envoie Soma dans une école culinaire Ivy League très compétitive, avec un niveau si élevé que seuls quelques chanceux parviennent à en sortir diplômés. Pour entrer, Soma doit passer les examens d'entrée de transfert avec un groupe d'élite, mais quand il réalise que leur sort repose entre les mains de Rina, une garce super talentueuse et arrogante, les lâches prennent leurs jambes à leur cou. Cependant, Soma accepte son défi et prépare un repas bon marché de bord de route. Mais à sa plus grande surprise, le goût est tellement divin qu'elle se sent flotter dans le ciel. À en juger par l'expression de son examinatrice, Soma est convaincu de l'avoir impressionné et lui donne une conférence TED sur l'humilité. Mais son ego en prend un coup lorsqu'elle dit que sa nourriture est dégoûtante. Rina s'en va furieuse, se demandant pourquoi un pauvre type comme Soma a le culot de la défier. Alors elle appelle son grand-père, le directeur de l'école. Directeur, disant qu'aucun des étudiants transférés n'a réussi les examens. Cependant, lorsque le vieil homme goûte le plat lui-même, il est tellement ravi qu'il rejette le jugement précédent de Rina. Le jour suivant, Rina et son grand-père sont appelés à donner le discours de bienvenue pour la nouvelle session et Soma est présenté comme le nouvel élève transféré en première année de lycée. Il monte sur scène et les appelle avec arrogance un groupe de perdants, puis déclare qu'il va être le prochain Master Chef. Cela met les étudiants en colère, qui se demandent tous comment ce champion local a le courage de faire de telles déclarations. Rina est encore plus en colère, mais tout aussi confuse, car elle a donné un F à Soma pour son plat et il n'était pas censé être accepté. Cependant, il exhibe plus tard son admission devant elle, disant qu'il n'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il la fasse admettre que ses plats la séduisent. Après l'assemblée, les étudiants retournent au dortoir et en chemin, une étudiante de première année timide, Megumi, lutte contre son estime de soi extrêmement basse après avoir découvert qu'elle est la plus grande perdante de sa classe. Elle décide qu'il vaudrait mieux rester discrète et ne pas attirer trop d'attention sur elle. Mais le destin semble être contre elle car Soma l'a choisi pour être sa partenaire pour une séance de cuisine. À ce stade, il est officiellement le gars le plus détesté de leur classe, mais Soma semble inconscient des haineux dans sa classe et Megumi doit se recroqueviller honteusement. Juste à ce moment-là, leur professeur entre pour leur donner leur repas du jour. Un type nommé Chapelle, qui est connu pour accumuler les notes et n'a jamais souri. Les étudiants commencent à cuisiner, mais lorsque Soma et Megumi s'éloignent brièvement de leur comptoir, des enfoirés sournois sabotent leur repas avec une poignée de sel. Voyant à quel point ils sont foutus, Megumi panique, inquiète de décevoir sa famille. Mais Soma sort un lot d'ingrédients frais et dit à Megumi qu'il est un chef expérimenté et qu'il n'y a aucune chance qu'il ne serve pas un plat à la fin de la journée. Il arrive au travail et motivé par sa confiance, Megumi égale son énergie jusqu'à ce qu'ils terminent de travailler sur leur plat. D'une manière ou d'une autre, Soma et Megumi servent leur nourriture bien avant l'heure, choquant les idiots qui les ont sabotés. Chapelle fait remarquer la tendreté de leur viande, malgré le petit incident qu'ils ont eu, et Soma explique qu'il a utilisé une astuce de miel pour accélérer le processus de cuisson. Alors que Megumi prend une bouchée, ses vêtements éclatent et elle se retrouve à faire du skinny dipping dans une piscine de miel avec Chapelle qui partage cette expérience. Pour la première fois dans la carrière frustrée de l'homme, il sourit au travail d'un étudiant à la grande surprise des autres. Chapelle donne au plat de Soma une note A, et pendant que les idiots manipulateurs d'avant assistent à cet événement, le karma leur joue un tour et leur sauce brûle, et Chapelle leur attribue un E, réalisant qu'elle l'a mal jugé. Megumi remercie Soma pour son plat incroyable, qui leur a valu le premier A qu'elle ait jamais obtenu sur un plat. Il répond en appelant à une célébration, puis la frappe avec ses ignobles tentacules de calmar. Plus tard, Soma se dirige vers le dortoir, mais découvre que c'est un voyage au pôle Nord. Lorsqu'il y arrive enfin, son supposé dortoir ressemble au condo de la famille Adams. À l'intérieur, c'est la folie avec un patient psychiatrique nommé Fumio comme gardien, qui insiste pour être appelé Madonna du dortoir de l'étoile polaire. La vieille dame harcèle Soma pour ses ingrédients, mais il dit qu'il n'en a pas, et elle menace de le mettre à la porte. Apparemment, pour obtenir une chambre dans le dortoir, il doit préparer un repas qu'elle approuvera et apporter ses propres ingrédients, car leur cuisine n'a que des restes. Soma accepte d'utiliser les restes pour préparer un repas et se met au travail, créant finalement un plat qui ressemble à un steak haché. Dès la première bouchée, Fumio est frappé par une onde de choc et une autre lorsqu'elle goûte la soupe. Le repas de Soma est si bon qu'il ramène Fumio à sa jeunesse, lorsqu'elle était la Kim Kid de son époque et avait un jeune prétendant. Dans son rêve, elle essaie d'embrasser ce petit ami à elle, mais en réalité, elle tourmente juste le pauvre Soma. Finalement, elle reprend ses esprits et remet les clés de sa chambre à Soma.
Il se dirige vers la salle de bain pour prendre un bain, mais Megumi est là, alors il entre sans le savoir sans vêtements, et le reste appartient à l'histoire. Quand il revient du bain, Soma réfléchit à sa vie bien remplie à la maison, réalisant qu'il lui manque un peu cette agitation. Soudain, un type bizarre apparaît de son plafond et l'invite à une fête de bienvenue dans l'une des chambres avec un groupe d'autres membres du dortoir. Megumi est aussi à la fête et elle n'arrive toujours pas à oublier l'incident de la salle de bain car elle a l'impression d'avoir perdu sa virginité avec Soma. Elle est également surprise d'entendre qu'il est entré dans le dortoir du premier coup car cela lui a pris 90 jours pour obtenir l'approbation de Fumio. Plus tard, une des filles lui verse un verre et mentionne quelque chose à propos de l'élite Dix, alors Soma leur demande d'expliquer de quoi il s'agit. Apparemment, l'élite Dix est un comité composé des 10 élèves les mieux classés de l'académie qui supervisent les affaires de l'école juste après le directeur. Plus tard, certains gars reviennent avec de la nourriture de Fumio, dont l'un est le gars qui a invité Soma à la fête et se présente comme Ishiki, un senior de 2e année. Soma remarque qu'ils sont tous un peu bizarres, mais après avoir bu du saké, Soma se fond avec ses compagnons fous. Dans son état d'ébriété, Ishiki se met à l'aise, ne portant qu'un tablier sur son corps nu, tandis que les autres membres ivres du dortoir l'encouragent. Finalement, ils s'endorment tous, laissant Soma avec Ishiki, qui lui prépare un repas. Alors que Soma savoure le maquereau poivré et la purée de choux, il est absolument époustouflé et reconnaît qu'Ishiki est également un chef en cuisine, bien qu'étant leur aîné d'une année. Pendant qu'il mange, Ishiki confronte calmement Soma au sujet de sa déclaration audacieuse lors de l'assemblée et se présente à nouveau comme Ishiki Satoshi, le 7e membre des élites Ten. Il défie ensuite Soma de cuisiner pour lui et de lui montrer de quoi il est capable. Soma accepte le défi et se prépare à cuisiner un plat avec les mêmes ingrédients qu'Ishiki, en le modifiant uniquement avec un peu de riz. Certains membres du dortoir se réveillent au milieu de son concours de cuisine, alors il les sert aussi. En regardant ce repas, Ishiki juge intérieurement qu'il s'agit d'un repas vraiment fade pour les prisonniers, mais au moment où il y goûte, il retire son jugement. Avec les autres, Ishiki vide son assiette et est emporté par la fraîcheur du printemps, déclenchée par la délicieuse saveur du repas de Soma. Avec une poignée de main, Soma le remercie pour le concours de cuisine, et Megumi se réveille pour voir son partenaire serrer la main d'un type à moitié nu, ce qui est extrêmement perturbant. Un peu plus tard, tout le monde se disperse dans ses chambres, laissant Soma et Ishiki nettoyer. Ishiki propose d'aider Soma à répondre à toutes ses questions, mais est surpris lorsque Soma dit qu'il va le défier pour sa position au conseil des 10 élites. À l'improviste, Ishiki saute et jubile car il a enfin vu quelqu'un dans le dortoir avec une ambition débordante. Cependant, il ne répond pas exactement à Soma et lui dit seulement d'aller dormir. Le matin, tout le monde se réveille pour trouver Soma assis comme un fou alors qu'il annonce qu'il attend pour défier Ishiki pour sa position dans l'élite des Dix. Il l'ignore car ils sont tous affamés, puis Ishiki explique que rejoindre l'élite des Dix n'est pas aussi simple qu'il le pense car l'école a des politiques à ce sujet. Pour le poste du 7e siège, Soma devra miser quelque chose d'une valeur égale, et étant donné la valeur de ce poste, même l'expulsion de Soma ne suffirait pas. Ainsi, Ishiki le renvoie, puis lui fait prendre conscience de certaines règles scolaires qu'il doit respecter s'il veut vraiment un concours de cuisine. D'abord, il doit faire une déclaration officielle aux autorités. Ensuite, il a besoin d'un nombre impair de juges. Et enfin, un accord entre les participants sur les termes et conditions du défi, appelé en particulier une bataille culinaire à l'académie. Pendant ce temps, une bataille culinaire a eu lieu entre Erina et un lutteur de sumo corrompu à propos de la démolition du bâtiment de son club. En échange du dégagement du bâtiment, le lutteur de sumo a exigé que s'il gagnait la bataille culinaire, Erina perde sa place dans le top 10 élite. Après qu'ils aient tous les deux servi leur plat, cependant, les juges ont voté à l'unanimité en faveur d'Erina, et le sumo a senti que ce n'était pas juste. Erina a goûté son plat et a été absolument dégoûté car cela lui donnait des vibes de porc sale. Mais quand il a goûté le sien, il a immédiatement concédé la défaite car son plat a totalement surpassé le sien. Erina a gagné et son souhait de démolir le complexe de sumo a été exaucé, tandis que la foule l'acclamait. Après avoir écouté cette narration, Soma est découragé, car il allait aussi défier Erina pour sa place. En regardant du toit, Ishiki déclare que Soma est probablement sur le point de livrer un bon nombre de batailles culinaires à l'académie, puisqu'il a facilement fait match nul avec Ishiki lors du concours de cuisine. L'un des membres du dortoir, Busaki, dit que c'était seulement parce qu'Ishiki ne se donnait pas à fond contre Soma, mais Ishiki a nié cela, disant qu'il avait en fait donné le meilleur de lui-même. Pendant ce temps, après le combat d'Erina avec le gars de sumo, elle demande à son acolyte qui est le prochain défaillant sur la liste. Mais une fan bronzée lui dit de laisser cela entre ses mains, car la toute-puissante Erina ne devrait pas s'embêter avec des déchets. Erina lui rappelle qu'il y aura de graves conséquences si elle échoue, mais la fille l'assure de la victoire,
car elle n'est autre que la maîtresse de la viande elle-même. Ensuite, la maîtresse de la viande harcèle ce type avec ses implants en silicone et lui dit de se préparer pour un combat culinaire avec elle. D'un autre côté, Ishiki réveille Soma pour qu'il les rejoigne à la récolte et il apprend d'un des membres du dortoir, Yoshino, qu'ils produisent tous leurs ingrédients par eux-mêmes. Elle l'emmène à travers différentes parties de la ferme et lui montre les autres membres du dortoir s'occupant de leurs produits. Mais lorsqu'ils arrivent dans la belle parcelle de terrain d'Ishiki, ils trouvent le maniaque labourant le sol, vêtu uniquement de son sous-vêtement préhistorique. Cependant, Soma goûte une tomate et découvre qu'Ishiki est un dieu de l'agriculture, puis il se met à dévorer d'autres légumes pendant que les autres travaillent. Plus tard, lorsque Megumi revient avec un panier de petit déjeuner pour eux, quelques délicieux onigiri qui font se demander à Soma comment elle est si excellente en cuisine au dortoir, mais totalement nulle en cours. Megumi est complètement épuisée par cette balle, alors elle explique qu'elle fait face à des problèmes d'anxiété, d'où sa mauvaise performance en classe. Plus tard, Soma apprend qu'il y a divers clubs et sociétés dans leur école, alors avec Megumi, il décide de visiter l'un des clubs, la société de recherche d'Onburi, mais ne trouve qu'un seul gars paresseux avec une coiffure bizarre qui dégage une énergie de licorne. Il se présente comme Konishi, le leader du club de recherche, mais lui dit de chercher ailleurs car le club est sur le point de devenir de l'histoire ancienne. Lorsqu'il parcourt ses recettes de Don, il trouve qu'elles sont assez cool, mais il explique qu'il est sur le point de perdre ce club, car Erina est une détractrice et l'un de ses subalternes l'a défié à un combat culinaire. Quand ils ont entendu parler du combat, tous les membres de son groupe ont fui et l'ont abandonné. C'est pourquoi il est un tel perdant. C'est alors que la fille bronzée entre avec des évaluateurs et se moque de lui en disant qu'elle va lui donner une raclée lors du duel à venir. Elle se moque du plat principal du club, disant qu'Erina le considère comme un repas de prisonnier qui devrait rester dans la rue, pas parmi l'élite de leur école. Après l'avoir tourmenté avec ses atouts, elle coupe ses cheveux de licorne et le menace. Megumi explique que cette madame énergique est Mito, la maîtresse de la viande de leur école, qui a accumulé des A depuis ses années de jeune fille. Mito continue de provoquer le timide perdant, mais Soma en a assez et dit à Konishi de lui laisser la bataille. Mito est surprise, mais déclare que ses conditions pour gagner le combat seront que Soma quitte l'école, tandis que Soma dit que s'il gagne, elle devra rejoindre leur club sec et désert. Elle est surprise de constater à quel point ce mec n'a absolument aucun filtre, mais elle est d'accord, disant qu'ils se rencontreront dans les 3 prochains jours. Les nouvelles voyagent vite et toute l'école parle du duel de Soma avec Mito, se demandant comment diable il envisage de s'en sortir. Le lendemain, Soma rencontre Megumi et le responsable du club pour discuter des stratégies gagnantes contre Mito, mais Konishi l'avertit que Mito a un avantage sur eux parce que sa famille possède une entreprise de viande florissante et que cela combiné à ses compétences culinaires exceptionnelles fait d'elle une sacrée prise. Même après avoir entendu cela, Soma prend une décision obstinée et choisit la viande, osant défier Mito sur son terrain. Ils essaient de mettre en commun des fonds ensemble pour voir ce qu'ils peuvent trouver, mais Konishi n'est qu'un rat d'église glorifié avec quelques pièces de monnaie à épargner. Soma se précipite pour rassembler toutes ses économies, seulement pour découvrir que son père ne lui a envoyé que quelques dollars. Ils cherchent également toutes les recettes du club pour le plat choisi. Et Soma les essaie toutes, mais aucune ne correspond au profil d'un plat qui va ruiner Mito. Cependant, alors que Megumi l'encourage à dormir dessus, une idée surgit soudainement dans l'esprit de Soma. Il applique une autre astuce, utilisant des oignons hachés pour attendrir la viande. Quand il le sert à Konishi et Megumi, c'est aussi doux que des bonbons fondus sur leur langue, produisant un effet similaire à la célèbre viande de premier choix de Mito. Du côté de Mito, elle rend visite à Erina et lui explique les techniques qu'elle utilisera dans la bataille à venir. Confiant que sa subordonnée vaincra Soma sans pitié, Erina est tranquille. C'est le jour de la bataille culinaire. Et tout le monde est excité de voir Erina vaincre le célèbre et arrogant Soma. Megumi lui apprend quelques rituels apaisants à pratiquer en cas d'anxiété sociale, mais il dit qu'il va bien car cuisiner dans le restaurant familial a tellement mis à l'épreuve sa confiance qu'il en a énormément. Dans le domaine de la cuisine, une présentatrice super mignonne monte sur scène et capture les cœurs des idiots sans espoir. Elle annonce l'entrée de Mito, mais devient jalouse lorsque toute l'attention est détournée vers les ballons de Mito. Comme prévu, lorsqu'elle annonce l'entrée de Soma, les élèves le huent et veulent lui régler son compte. Kushino est tellement surpris de voir cette haine massive envers Soma, car il n'a été transféré que depuis quelques semaines. L'hôte annonce les conditions de la bataille, et Erina apparaît dans la section VIP, prête à voir le regard de défaite de Soma. La bataille commence, et Mito montre sa viande de première qualité pour intimider Soma et son équipe. Elle commence à trancher la viande comme un boucher expérimenté, plutôt comme une psychopathe, gagnant l'admiration de la foule. Elle beurre sa viande et la met au four, puis vérifie comment va Soma. Après avoir coupé des oignons, il sort sa viande, mais elle est tellement bon marché que le public se demande s'il est juste venu pour se ridiculiser.
Par agacement, ils jettent des objets dans l'arène et lui disent d'aller se faire voir, mais ils ne leur prêtent pas attention. Pendant ce temps, Mito est retourné à sa viande de qualité et la manipule avec tant de délicatesse et d'admiration qu'Erina la compare à une pianiste. Mito va narguer encore un peu Soma, se demandant pourquoi il cuisine encore alors qu'il est évident qu'il est un perdant, mais il lui dit de se taire et de le laisser tranquille. Laisse-le cuisiner. Alors que le compte à rebours se termine, l'anticipation monte, jusqu'à ce que l'hôte annonce finalement que leur temps est écoulé. Mito sert son plat en premier, le qualifiant de rotidon fait avec du bœuf wagyu de première qualité. Son plat est esthétique avec la présentation fleurie de sa viande, et lorsque les juges y goûtent, il complimente la saveur et la délicatesse de son plat. La situation semble désespérée pour Soma, et presque tous ses détracteurs croient qu'il va se planter avec une défaite, car il n'y a aucun moyen que son steak bon marché puisse surpasser le bœuf de qualité supérieure de Mito. Même les juges le taquinent un peu, mais quand il sert son plat, ils ne peuvent pas s'en empêcher et dévorent avec appétit, comme s'ils avaient jeûné pendant une semaine. Il semble que le plat de Soma donne des impressions de restaurant 5 étoiles, car les juges ne cessent de louer le plat et dévorent jusqu'à ce que leurs assiettes soient vides. Mito regarde avec horreur alors qu'ils demandent une seconde portion, tandis qu'ils finissent à peine son propre plat, et se demande pourquoi son repas bon marché reçoit plus d'éloges que le sien. Alors Soma lui offre une assiette pour qu'elle puisse juger par elle-même, et dès qu'elle prend sa première bouchée, elle ne peut pas s'en empêcher et continue de manger. Le plat de Soma est tellement bon qu'il lui donne de la nostalgie, la ramenant à son enfance, alors qu'elle se souvenait comment son père la décourageait toujours de faire des choses féminines, comme jouer avec ses peluches, parce qu'il voulait un héritier fort. Mito revient à la réalité et se trouve en train de pleurer, reconnaissant que le plat de Soma était si bon qu'il lui a donné envie de se libérer des attentes de son père et de rester fidèle à elle-même. Les juges prennent une décision unanime et déclarent Soma vainqueur du duel, et Mito s'effondre en acceptant sa défaite, regardant vers la reine des abeilles à qui elle avait promis de ne pas échouer. Erina s'éloigne froidement déçue en disant à son assistante personnelle de retirer à Mito ses privilèges. Soma taquine Mito jusqu'à ce qu'elle rougisse et s'enfuit, gênée. Puis Kushino dit à Soma qu'il sera le prochain chef du club Don et les membres de son dortoir l'encouragent. Le lendemain, Mito se présente au club pour remplir les conditions de la victoire, mais en réalité, elle avait simplement hâte de revoir Soma. Cependant, Kushino lui lance un choc en disant que Soma n'est pas un membre du club, car il était seulement en train de le découvrir. Mito est frustrée à ce stade, sachant qu'elle est coincée avec ce stupide Monsieur Licorne. Plus tard, les élèves apprennent qu'ils vont partir en camp d'entraînement, ce qui est essentiellement la première porte de l'enfer pour les nouveaux lycéens, où ils cuisineront en plein air, et les élèves F seront expulsés de l'académie. Après avoir entendu dire que la moitié des élèves pourraient être expulsés, Megumi s'évanouit et souhaite bonne chance à tout le monde. Cependant, Ishiki encourage les membres du dortoir, en disant qu'il est presque certain qu'ils réussiront tous. Le lendemain, les étudiants partent pour le campement prévu, mais sont d'abord conduits à un bâtiment luxueux appartenant à leur école. Tandis que tout le monde est malade d'anxiété, Soma est vraiment motivé et dit même bonjour à Mito, ce qui lui vaut des regards haineux des autres étudiants. Lors de l'assemblée, Chapelle leur dit qu'ils vont être jetés comme des préservatifs usagés, et ceux dont les scores sont en dessous de la norme seront expulsés de l'académie. Il présente les évaluateurs, qui se révèlent être des anciens élèves prestigieux de l'académie. L'un d'eux désigne un étudiant pour avoir utilisé des produits capillaires aux agrumes et l'expulse en disant que les excellents chefs ne choisissent pas leurs produits capillaires à la légère car ils pourraient affecter le client. Appétit. Tous les anciens élèves ont des reconnaissances et des récompenses remarquables. Et leur représentant sur scène est un gars nommé Dojima, qui a obtenu son diplôme en tête de sa classe et est devenu le PDG de la station balnéaire. Après le discours de Dojima, ils sont envoyés dans leurs différentes classes et Soma se retrouve dans la même classe que Megumi, avec elle comme partenaire. Un major aux cheveux jaunes qui déteste Soma, Takumi, rencontre Soma et lui marche littéralement sur les pieds, menaçant de s'assurer qu'il l'écrasera cette année. Leur professeur, Mademoiselle Inui, les interrompt et demande à la classe de préparer un plat principal japonais. Mais les étudiants sont confus car il n'y a pas d'ingrédients. Inui leur dit d'aller dans la nature et de chercher leurs ingrédients, mais tout cela à l'intérieur du périmètre de l'école. Ils sont déjà chronométrés, donc les élèves se précipitent dans une frénésie, tandis que Takumi reste en arrière et demande à leur professeur de juger qui est le meilleur chef entre lui-même et Soma. Miss Inui dit gentiment qu'elle n'est pas prête à ce genre de stress, car ce n'est pas dans sa description de poste, ce qui fait que Takumi se sent honteux alors que les autres se moquent de lui. Dans la forêt, certains étudiants perdent déjà leur sang-froid et ne peuvent pas se contrôler, mais Mademoiselle Inui les observe silencieusement, évaluant leur calme pour déterminer ceux qui sont aptes à être chefs. Comme d'habitude, Megumi panique, mais Soma pêche tranquillement et finit par attraper un gros poisson, mais il tombe sur Takumi et son frère Izami. Takumi insulte tout le monde en les traitant de copieurs pour avoir choisi le poisson, tout en se vantant du canard que lui et son frère ont attrapé. Les frères font leur show, découpant le canard avec tant de compétence et de rapidité qu'ils impressionneraient même Gordon Ramsay.
Takumi se présente formellement ainsi que son jeune frère jumeau comme les Aldinas, qui ont été chefs dans le restaurant italien de leur famille. Cela dit, Takumi dit à Soma qu'ils sont à égalité parce qu'ils sont tous deux des chefs professionnels avec des années d'expérience, donc Soma relève le défi. Takumi fait une démonstration en sortant un couteau incurvé appelé Mezzaluna et l'utilise sur ses légumes à une vitesse incroyable. En un rien de temps, les frères servent leur plat, tandis que leurs camarades de classe stupides les regardent avec fascination. Lorsque Inui goûte le plat, la saveur du canard semble lui chanter une douce mélodie italienne, et elle se retrouve à danser avec le supposé canard stupide. Certains étudiants pensent que les frères ont créé une sauce italienne, mais l'enseignant les défend parce qu'ils sont restés dans le thème japonais en substituant certains des ingrédients. Ainsi, Inui dit aux Aldinas qu'ils ont réussi leur test, et Megumi sait par son expérience avec Soma que Takumi est au même niveau que lui. Avant de venir à l'académie, les frères Aldina travaillaient avec leur père et leur oncle dans leur restaurant familial et tous les clients draguaient le beau garçon Takumi. Leur père a dit qu'il lui manquait encore quelque chose à l'intérieur, alors il a envoyé les deux frères à l'académie culinaire parce que Takumi avait besoin de plus de motivation. Heureusement, l'arrivée de Soma serait exactement ce dont Takumi avait besoin pour être plus enthousiaste. Toujours en classe, Takumi défie Soma de surpasser leur plat et Mademoiselle Inui change d'avis et propose de juger quel chef est meilleur. Soma prend un moment pour réfléchir profondément à un repas qui surpassera celui de Takumi. Puis soudainement, il a une idée et décide d'aller chercher plus d'ingrédients. Mais d'abord, il vole les crackers de la pauvre Miss Inui puisque la règle dit qu'ils peuvent utiliser n'importe quoi comme ingrédient. Pendant que Soma est parti, Inui continue de rejeter tous les repas des élèves car ils ont un goût de merde et le temps est écoulé à environ 15 minutes. Quand Soma arrive, Takumi pense qu'il essaie d'éviter le défi en perdant son temps, mais Soma n'est pas inquiet car il ne ferait jamais attendre un client pendant 15 minutes. Il se met rapidement au travail et utilise les crackers comme panure pour faire un poisson frit croustillant. En un rien de temps, il sert son plat et d'une bouchée, Mademoiselle Inui tombe amoureuse, félicitant le croustillant du poisson avec son intérieur doux, chaud et juteux que nous connaissons tous. La dame est tellement enveloppée dans les saveurs qu'elle rêve de développer une intrigue dans une piscine avec un triton. Avec cela, l'enseignante annonce que Soma et Megumi ont réussi leur test et conclut la session pour le reste de la classe. Les garçons lui rappellent de faire un choix sur quel plat avait meilleur goût, mais elle commence à lutter avec son TDAH et ne semble pas avoir de préférence. Cependant, elle se fait réprimander par un des anciens élèves pour laisser ses étudiants perdre du temps, donc elle ne peut pas vraiment se décider et leur dit qu'elle y reviendra plus tard. Les deux gars se sentent manipulés, mais Takumi est plus obsédé et promet de défier Soma à un concours de cuisine un jour. Plus tard, ils retournent à l'hôtel et il semble que tous les membres du dortoir Polar Star ont réussi le premier jour, bien que Marie ait peut-être perdu connaissance. Ils sont tous stressés et les filles sont impatientes de plonger dans le jacuzzi, mais leur chance s'épuise à cet instant. Des influenceurs fitness arrivent à l'hôtel et on demande aux étudiants de leur servir le dîner dans l'heure qui suit, chaque étudiant devant servir au moins 50 assiettes. Cela a dépassé les bornes, mais il n'y a pas d'échappatoire pour les étudiants, car ils ne pourront pas se reposer s'ils n'y arrivent pas à temps. Rapidement, ils passent à l'action et commencent à servir les énormes clients qui continuent à en demander plus. En un rien de temps, Soma a terminé ses 50 portions avant les autres. Et Takumi est évidemment jaloux et frustré. Une fois qu'il a terminé, Soma se rend à la salle de bain commune pour se détendre, pensant qu'il sera le seul là-bas. Mais en chemin, il heurte accidentellement la poitrine d'Erina et la fait tomber par terre, où ils restent à se regarder maladroitement. Erina est absolument troublée et contrariée que parmi tous les types qu'elle aurait pu rencontrer, il a fallu que ce soit son ennemi juré et il la voyait en peignoir. Peu après, le serviteur d'Erina arrive en courant et devient furieux lorsqu'il entend que Soma est tombé sur sa maîtresse. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde en fait toute une histoire car ses melons moyens ne surpassent toujours pas ceux de Mito. Alors, il se dirige joyeusement vers la salle de bain où il rencontre Dojima qui se glorifie dans sa nudité. Vu sa carrure, ce gars soulève probablement un éléphant adolescent à chaque fois. Jour, mais il semble plutôt cool et commence à discuter avec Soma, lui parlant de la qualité de certains étudiants, comme Ishiki par exemple, qui a terminé ses 50 portions l'année dernière en un temps record. En outre, il a parlé d'Erina, disant à Soma qu'on l'appelle la déesse du goût, douée de la capacité de goûter les plats avec précision, en particulier les aubergines. Depuis sa naissance, elle a jugé les plats des professeurs seniors de l'académie, même avec un bandage sur les yeux. Pendant que Dojima parle encore, Takumi entre et est choqué de voir Soma discuter tranquillement et serrer la main avec Dojima. Alors que l'homme prend congé,
il s'arrête un instant et se demande pourquoi le nom de famille de Soma lui semble familier. Pendant ce temps, les filles reviennent, se détendent dans le bain, puis se retirent dans leur chambre 5 étoiles pour dormir. Cependant, les garçons insistent pour jouer dans la chambre du pauvre Rui, mais 2 minutes après le début du jeu, ils s'endorment. Plus tard, Megumi dit qu'elle ne se sent pas aussi épuisée que d'habitude et remercie Soma pour ses conseils qui l'ont aidé à rester plus concentrée. Alors qu'il l'encourage à continuer son bon travail, Megumi décide intérieurement qu'elle va continuer à faire de son mieux. Le lendemain matin, un trouble fait, Shinomiya prend le groupe de Soma leur demandant de préparer un plat de légumes qu'il a lui-même créé. Cette fois-ci, cependant, ils ne travailleront pas en équipe, mais individuellement, sans possibilité de communication interpersonnelle. C'est pas cool pour Megumi, mais elle n'a pas le choix, vu que le temps a déjà commencé à s'écouler, et que ses coéquipiers cherchent désespérément des ingrédients à l'arrière. Elle a du mal à en obtenir pour elle-même, mais quand elle arrive au chou-fleur, les restes montrent déjà des signes d'oxydation. Elle meurt d'envie de demander de l'aide à Soma, mais après avoir vu 2 gars échouer à l'examen pour avoir communiqué, elle s'abstient et trouve un autre moyen de préserver la blancheur du chou-fleur. Au bout d'un moment, les étudiants commencent à présenter leurs plats, et ce type Shinomiya est si brutal qu'il en expulse la plupart. Bien sûr, Soma réussit le test, laissant Megumi comme la dernière élève. Quand elle présente enfin son plat, l'examinateur lui dit qu'elle a été expulsée. Confuse, elle lui demande pourquoi, et il dit que c'est seulement parce qu'elle a modifié la recette. Megumi a utilisé du vinaigre pour conserver le chou-fleur, ce qui a ajouté une certaine douceur au plat, d'où son expulsion. En entendant cela, Soma intervient et le défie, disant que ce n'était qu'un acte de créativité de la part de Megumi, et que d'ailleurs, puisque les ingrédients étaient sous la responsabilité de Shinomiya, il était responsable de la mauvaise conservation des choux-fleurs. Ce type se fâche et dit qu'il a en fait délibérément ajouté de mauvais légumes pour que les étudiants échouent. Il prévient Soma, disant que s'il insiste davantage, il les expulserait également car il est autorisé à le faire. Megumi essaie d'arrêter Soma, mais à ce stade, il en a assez de la stupidité de l'homme et le défie à une bataille culinaire en posant comme condition qu'il annule l'expulsion de Megumi. En regardant cela, les amis de Soma, ses collègues, le gaz a perdu la tête, défiant un chef expérimenté du calibre de Shinomiya. Shinomiya lui-même dit qu'il n'est pas intéressé à se battre avec Soma, donc cela n'arrivera pas. Cependant, Dojima et Inui entendent par hasard la conversation et interviennent, disant à Shinomiya de reconsidérer sa décision sur le plat de Megumi, car Inui ne voit pas ce qui ne va pas avec le plat parce qu'elle l'adore absolument. Pourtant, le grand idiot refuse, donc Dojima déclare la bataille culinaire officielle, même si elle ne sera pas un spectacle public. Plus tard, les amis de Megumi attendent patiemment pour elle et Soma, mais ils ne semblent pas les trouver nulle part, même pas sur la liste des étudiants expulsés, avec Soma étant un fauteur de troubles notoires, et ils ont tous un mauvais pressentiment à ce sujet. Pendant ce temps, le concours de cuisine entre Soma, Megumi et Shinomiya a lieu dans la cuisine du sous-sol, avec certains anciens étudiants servant de juges. Cependant, Dojima insiste sur le fait que Megumi sera le chef principal et que Soma ne sera que son sous-chef. Sa raison est que Megumi doit apprendre à se débrouiller seul et prouver sa valeur. Comme d'habitude, Megumi est très nerveuse, mais Inui l'encourage avec son enthousiasme habituel. Lorsque Dojima voit Soma essayer d'intervenir, il lui rappelle qu'il doit avoir confiance dans la cuisine de Megumi ou sinon se retirer de la bataille. Comme elle tremble comme une feuille d'automne, Soma frappe dans ses mains pour la faire revenir à elle, lui conseillant de ne pas trop réfléchir et de juste cuisiner ce qu'elle sait faire de mieux. Voyant qu'ils n'ont encore rien commencé, Shinomiya provoque Soma et traite Megumi d'idiote, mais Soma lui dit seulement de se concentrer sur sa cuisine et d'arrêter d'être un mégère. Soudain, Megumi a une idée de ce qu'elle veut préparer et la partage avec Soma, qui la soutient en préparant les légumes à une vitesse fulgurante qui étonne certains des anciens élèves. Enfin, c'est l'heure de présenter leur plat et Shinomiya passe en premier. Il présente un chou farci au poulet et aux légumes et le plat est si bon que les anciens élèves veulent développer un scénario avec lui. Cela ne surprend pas car Shinomiya est internationalement reconnu comme le magicien des légumineuses. Cela suit l'établissement de son restaurant en France où il a concentré ses recettes davantage sur les légumes que sur la viande habituelle. Les juges ne peuvent pas se passer de son plat et mangent jusqu'à être transportés dans un royaume de légumes et enveloppés en eux. Ensuite, Megumi sert son propre plat, une terrine arc-en-ciel de légumes, similaire à ce que Shinomiya leur avait demandé de préparer. Alors que les juges goûtent à son plat, Megumi lutte avec sa confiance en elle, se remémorant toutes les fois où elle a été étiquetée comme un échec. Cependant, ils adorent tous son plat et disent qu'il est délicieux en complimentant ses techniques et même en se disputant pour trouver un nom à lui donner pour ce plat. Il est temps pour les juges de prendre une décision, alors ils votent. Pendant ce temps,
Megumi prie en secret, espérant que cela se déroulera en sa faveur, tout en savourant les souvenirs passés avec ses amis et Soma à l'académie. Malheureusement, Shinomiya gagne haut la main et Megumi s'effondre en pleurant, réalisant que à cause d'elle, Soma quitterait aussi l'académie. Alors que Shinomiya se moque d'eux et se retourne pour partir, Dojima accorde une voix en faveur de Megumi pour reconnaître son plat. Puis il dit que Shinomiya est coincé dans une ornière. D'une manière ou d'une autre, Dojima a peut-être touché quelque chose en lui, et les souvenirs de Shino le ramènent au début de son voyage vers la gloire. Après avoir quitté l'académie, il a déménagé en France et a ouvert un restaurant dans l'espoir de remporter le prix Plus Bulle. Mais ses employés modifiaient ses recettes et les gâchaient, ce qui a conduit à la faillite de son entreprise. Shinomiya les a licenciés et s'est relevé seul, forçant ses nouveaux employés à suivre ses recettes, ce qui a finalement payé et lui a valu reconnaissance et finalement le prix Plus Bulle. Cependant, Dojima dit qu'après que Shino ait remporté le prix, il est resté stagnant et ses compétences n'ont jamais vraiment progressé depuis lors. Shino conteste cela, alors Dojima lui dit de goûter à celui de Megumi. Repas. Après la première bouchée, Shino commence à se plaindre des détails techniques, mais il prend une autre bouchée et réalise que la cuisine de Megumi le touche profondément et lui rappelle sa mère. Les larmes aux yeux, Shino vote pour Megumi et remarque que son plat incarne l'amour et l'hospitalité. Il lui conseille de se battre pour être meilleur, puis Inui exprime son vote, ce qui crée une égalité entre les deux parties. En voyant cela, Megumi s'effondre en larmes, pleurant de joie alors que son histoire prend un tournant positif cette fois. Ensuite, ils retournent à l'hôtel et Megumi remercie Soma de l'avoir défendue, disant qu'elle ne l'oubliera jamais pour cela. Il choisit de rester en arrière et quand elle part, il frappe un mur, en colère d'avoir perdu le concours de cuisine. À son insu, Dojima l'observe par une fenêtre. Quand Soma revient à l'hôtel, Yuki est presque prêt à le tuer pour être si imprudent et les avoir inquiétés, tandis que Marui, comme d'habitude, ressemble à un grand-père sur le point de casser sa pipe. Le lendemain, Ishiki fait un cauchemar où tous les membres de son dortoir rentrent en ayant l'air d'avoir passé une décennie en enfer. Mais ensuite, il se réveille et est heureux que ce n'était qu'un rêve. Il n'est peut-être pas loin de la vérité, car ils sont en quelque sorte dans la cuisine de l'enfer, faisant de leur mieux pour survivre. Le soir du troisième jour, une fille aux cheveux blancs et son acolyte bizarre tombent sur Irina et mentionnent quelque chose à propos de la fin de son règne en tant que reine des abeilles. Alors que les autres étudiants se préparent à se coucher pour la nuit, l'annonceur dit qu'ils doivent tous se rassembler dans le hall. Quand ils y arrivent, Takumi et Mito courent vers Soma et le menacent pour avoir risqué l'expulsion alors qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de le défier dans un duel culinaire. Juste à ce moment-là, Dojima arrive et annonce qu'ils devront préparer le petit déjeuner pour les invités de l'hôtel avec comme ingrédient principal des œufs. Mais de manière assez ridicule, on s'attend à ce qu'ils aient tous préparé leur plat pour 6 h du matin. Les étudiants sont épuisés et certains, comme Yuki et Marui, se lamentent comme s'ils venaient d'être condamnés à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Takumi se prépare à défier Soma, mais son frère vient le chercher. Soma retrouve Irina pour la taquiner comme d'habitude, mais elle le met en garde contre le fait de servir un repas bon marché pour le petit déjeuner, car les invités ne sont pas des voyous de rue. Plus tard, ils se rendent à la cuisine principale pour élaborer leurs recettes, et tandis que tout le monde est encore coincé, Irina termine rapidement et se retire pour la nuit. Soma a peut-être trouvé un plat, mais il a besoin d'une touche supplémentaire qui le rend adapté à un hôtel aussi chic. Pendant ce temps, Megumi a aussi du mal avec sa recette, mais elle se souvient des mots de Soma et trouve l'inspiration, finissant par avoir des idées. Juste au moment où Soma décide de commencer à essayer des recettes, la fille aux cheveux blancs apparaît à sa table et agit comme une personne étrange. Mais en sortant, elle tombe sur son acolyte et le réprimande pour avoir gâché sa femme mystérieuse. Spectacle. En partant, elle déclare que Soma n'est probablement pas si spécial, étant donné le type de plat qu'il prévoit de préparer. Le lendemain, ils se dirigent tous vers la grande cuisine et vers leurs différents postes. Mais le stand de Soma est par coïncidence à côté de celui d'Irina. Comme d'habitude, ils se lancent dans une petite dispute pour savoir qui est le meilleur, puis Soma déclare qu'il fera une meringue au blanc d'œuf pour lui donner une texture unique. C'est alors que Dojima fait entrer les invités, qui s'avèrent être les familles des travailleurs qui cultivent les légumes de l'école, ainsi que le personnel de cuisine. Les deux critères sont que leur plat montre du professionnalisme et suscite l'inspiration, et le second est qu'environ 200 plats de chaque personne doivent être consommés en 2 heures. Avec cela, le spectacle commence et les invités se dispersent. Deux dames se dirigent vers le stand de Takumi et lui disent que son option de petit déjeuner a l'air ennuyeux. Cependant, il change tout et donne au plat un nouveau look. Et quand il le goûte, sa nourriture est si délicieuse qu'ils sont conquis et prêts à développer l'intrigue avec lui. Megumi, en revanche, attire l'attention de certains critiques sérieux âgés. Mais avec une seule bouchée de son petit déjeuner, ils sont captivés par la délicieuse saveur du plat et l'un d'eux veut même qu'elle épouse son fils bon à rien. Du côté de Mito, elle sert un plat matinal de son nouveau club et change leur acceptation, mais juste avant de commencer à cuisiner,
Le monstre aux cheveux blancs se présente pour se moquer d'elle pour avoir déçu Irina. Elle revient à son stand, mais son plat semble assez ennuyeux et basique sans grand chose à montrer, et personne n'est à son stand. En revanche, Irina a terminé son repas, les œufs bénédicts. Sa table est rayonnante et scintillante, attirant un bon nombre d'invités. Un vieil homme le goûte et tombe amoureux du plat, la louant comme de la royauté et attirant encore plus d'attention sur elle. Bientôt, plus d'invités plongent dans son plat et toute la salle commence à rayonner d'or. Bientôt, Irina termine ses 200 portions et Takumi est mise au défi d'aller plus vite, mais se demande jusqu'où Soma est allé. Fait étrange, Soma semble si démotivé et n'a même pas servi jusqu'à 10 assiettes. Apparemment, Soma avait initialement presque terminé ses portions de soufflé, mais il s'est rendu compte que personne n'avait goûté à sa nourriture, car elle avait déjà perdu son éclat initial et avait l'air fatigué. Il s'est rendu compte que contrairement au restaurant familial où il pouvait servir les plats directement sortis de la poêle, celui-ci était un buffet, et plus les invités perdèrent de temps, moins son repas serait réussi. Au moment où Irina termine ses portions, elle se moque de la nourriture triste de Soma, le laissant dans un état déprimé. D'un autre côté, Mito est frustrée parce qu'elle n'a toujours pas servi la moitié des portions requises, car les quelques personnes qui étaient venues manger sa nourriture sont maintenant à la table de la fille aux cheveux blancs. Il s'avère que ces œufs à l'apparence fade n'étaient pas vraiment des œufs, mais d'autres ingrédients préparés pour ressembler à des œufs. Le goût de son repas simpliste était tellement délicieux que les clients se précipitaient pour obtenir plus de sa nourriture, jusqu'à ce qu'elle ait terminé ses 200 portions, tandis que Mito regardait avec frustration. Ensuite, Takumi a terminé sa portion, suivi par Megumi, tandis que Soma n'avait même pas encore eu un seul client, même avec 30 minutes restantes. Perdu dans ses pensées, Soma se souvient du temps passé au restaurant familial et de la façon dont son père lui avait appris à gérer les crises de panique. Il reprend ses esprits après avoir élaboré un plan, la première étape étant d'attirer son premier client. Une jeune fille attendant au stand d'Irina l'aperçoit, alors il l'appelle et lui sert une assiette de son omelette soufflée. Quand elle la goûte et affirme sa délicieuse saveur, plus de gens deviennent curieux au sujet du plat et le goûtent, louant sa douceur et son aspect moelleux. Nature. À ce stade, Irina ne s'inquiète pas pour ses clients, car il n'y en a que quelques-uns, mais elle est surprise quand Suma attire plus de monde, alors elle se console en se disant qu'il ne peut pas finir à temps avec seulement quelques minutes restantes. Plus d'étudiants terminent leur portion et la fille aux cheveux blancs en termine presque 2 fois plus que nécessaire et clique sur le bouton, tandis que Mina regarde avec rage et jalousie. Quant à Suma, il a transformé sa table en un spectacle de cirque, divertissant ses invités avec sa vitesse et son agilité remarquables en cuisine. Peu après, les clients d'Irina commencent à affluer vers la table de Suma par pure curiosité et excitation. Les juges regardent depuis en bas et Dojima explique la technique de Suma pour attirer les clients, connue sous le nom de cuisine en direct, qui prospère en créant de l'anticipation et de l'excitation chez ses clients. Il ne reste que quelques minutes et presque tous les étudiants ont terminé leur plat, tandis que Suma se bat contre la montre. Au fur et à mesure que les minutes se transforment en secondes, le temps finit par s'écouler et Suma termine ses portions requises au grand étonnement de tout le monde. La fille aux cheveux blancs s'approche et se présente comme Alice, la cousine d'Irina, puis se vante de son origine, disant que ses parents possèdent un laboratoire de gastronomie moléculaire dédié à la recherche sur les techniques modernes. Alice déclare ensuite son intention de surpasser Erika un jour, puis se moque de Suma pour s'être transformé en clown juste pour couvrir ses erreurs stupides. De manière inattendue, il admet que sa cuisine était assez médiocre, mais accepte toujours son défi de le battre un jour. Juste à ce moment-là, Megumi et Takumi se précipitent pour le gronder d'avoir été si imprudent, mais sont interrompus par l'annonceur qui leur dit de faire une petite pause avant la prochaine tâche. Peu après, ils sont de retour dans Hell's Kitchen et sont à nouveau convoqués dans le hall. Là, Dojima leur fait un discours de motivation ennuyeux, leur disant qu'un tiers de la classe a abandonné, alors ils devraient se ressaisir. Quand il annonce que leur prochain événement est sur le point de commencer, les élèves n'en peuvent plus, croyant qu'ils vont retourner à Hell's Kitchen. Cependant, ils sont surpris de découvrir qu'ils ont réussi le camp d'entraînement et qu'un repas complet préparé par les anciens leur sera servi pour célébrer leur succès. Comme les étudiants apprécient leur récompense. Suma se rend compte qu'il avait tort de décrire l'école comme un endroit stupide pour délivrer des certificats bidons et reconnaît que l'école est assez intensive. Le matin, les étudiants se préparent à quitter le camp et Suma tombe sur Shinomiya qui dit qu'il est sur le chemin du retour en France. Lorsque Megumi lui demande pourquoi, il explique qu'il a maintenant une autre mission, transformer son restaurant en le meilleur restaurant 3 étoiles de Paris. Bientôt, les autres anciens le rattrapent et pensent qu'il essaie de convaincre Suma et Megumi de rejoindre son restaurant après l'obtention de leur diplôme. Alors ils commencent tous à proposer à Megumi une place dans leur restaurant, tandis que Suma se voit proposer de travailler à l'hôtel. Il refuse poliment leur offre,
car il prévoit de transformer le restaurant familial en un restaurant 5 étoiles. Alors qu'ils s'en vont, Dojima reconnaît enfin que Suma lui rappelle Joichi, son père. Au bus, Suma retourne rapidement à sa chambre d'hôtel pour récupérer son bandeau, mais lorsqu'il revient, il confond son bus avec un autre et se retrouve dans un bus avec certains des anciens qu'ils avaient servis comme invités plus tôt. Ils s'excusent d'avoir gaspillé leurs œufs pour ces omelettes ratées plus tôt, mais ils lui disent que ça va tant qu'il les rend à ses fournisseurs après l'obtention de son diplôme. Cependant, quand il sort, il découvre que le bus l'a laissé derrière. Et juste à ce moment, Irina se précipite dehors et est aussi quelque peu coincée, mais agacée que Suma soit là. Ils se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans la même voiture, mais agissent comme vous et votre ex toxique. Agaçant, Suma n'arrête pas d'embêter Irina, et elle lui dit qu'elle a hâte de le voir se faire servir à la sélection, un événement automnal auquel assistent les plus grands noms de l'industrie alimentaire, où les étudiants présentent leurs compétences culinaires dans une compétition féroce pour avoir une chance d'atteindre le sommet. Suma demande à Irina ce qu'elle est allée chercher à l'hôtel, mais elle refuse de lui dire. Apparemment, c'était un livre de recettes qui appartenait à son père. En même temps, Dojima trouve une photo de lui avec Joichi, réalisant que Joichi est en fait le père de Suma. Et de retour au dortoir, Joichi se présente et est accueilli à la porte par Fumio, qui semble être, familier avec lui. Quand les membres du dortoir arrivent, Fumio leur annonce qu'un nouveau visage va leur servir le dîner, qui se trouve être celui de Joichi. Suma réalise plus tard que Joichi était le deuxième siège de l'élite 10 à son époque, et est tout aussi choqué que ses amis. Ishiki se présente à Joichi, lui disant combien il est honoré de le rencontrer en personne. Il s'avère que le père de Suma est connu comme un chef nomade qui a voyagé à travers le monde en cuisinant dans des restaurants célèbres, même si récemment il a été discret. Suma semble encore choqué de ne jamais avoir su à quel point son père était populaire, mais il a réalisé que les indices étaient sous ses yeux depuis le début. Bientôt, Joichi sert ses plats intercontinentaux et les étudiants les trouvent tellement délicieux qu'il l'assaillent de questions. Joichi dégage une énergie d'homme alpha qui fait tomber les femmes amoureuses et se demander si son fils dégoûtant finira par lui ressembler. Mais cela ne dure que jusqu'à ce que certains des garçons goûtent ces expériences dégoûtantes. Plus tard, Fumio dit qu'il devrait servir à Dojima l'un de ses plats, puis raconte aux élèves l'histoire de la façon dont Joichi et Dojima occupaient les 2 premiers sièges des 10 élites à l'époque et gagnaient toujours des batailles culinaires pour le dortoir Polar Star, permettant aux dortoirs d'étendre leur terrain pour devenir un nom de famille. Fumio se plaint que Joichi n'a jamais envoyé de lettres pour prendre des nouvelles d'elle depuis leur remise de diplôme, mais il dit qu'il n'a jamais vraiment obtenu son diplôme à cause d'un tournant des événements. Avant de se coucher pour la nuit, Joichi découvre que Suma est dans la même chambre qu'il occupait à l'époque et lui parle d'une marque à surveiller. Suma trouve la marque et réalise à quel point il connaît peu son père. Le matin, Joichi défie Suma à un concours de cuisine. Et dans une conversation avec Ishiki, il dit qu'il n'a jamais enseigné à Suma que le strict minimum de compétences nécessaires dans un dîner, donc il est assez sûr que son fils ressemble à un influenceur en difficulté à côté d'autres chefs d'élite. Ishiki le rassure que ce n'est pas le cas car il a eu un face-à-face avec Suma et le garçon lui a donné du fil à retordre. Plus tard, ils appellent Fumio pour juger leur bataille, puis Megumi, qui se trouve être somnambule, est également nommé juge. La bataille commence sérieusement et Megumi se réveille enfin, bien qu'elle soit assez confuse quant à la raison pour laquelle Suma affronte son père, qui est un chef international de renom. Pour aggraver les choses, Joichi dit que son fils a perdu environ 500 fois contre lui, bien qu'ils aient commencé depuis qu'il était encore à l'école primaire. Voyant à quel point Soma est imperturbable, Ishiki réalise pourquoi il est intrépide à l'académie. Car après avoir affronté son père presque 500 fois, les concours de cuisine ne sont ni nouveaux ni effrayants pour lui. Finalement, Soma termine et présente son plat, un risotto aux pommes, qui est si bon que Megumi est transporté au jardin d'Éden et embrassé par un humanoïde en forme de pomme. Fumio et Ishiki attestent également de la délicatesse du repas et juste à ce moment-là, Joichi arrive. Tout le monde attend avec impatience son repas, espérant goûter un autre plat intercontinental exquis comme ceux qu'il a préparés pour eux lors du dernier dîner. Mais le plat de Joichi est un ramen basique et dégoûtant à leur grande déception. Cependant, au moment où ils le goûtent, ils ne peuvent pas s'en empêcher, car le bouillon a tellement d'umami et n'est toujours pas trop lourd pour être servi au petit déjeuner. Ils sont encore plus intrigués de découvrir qu'il a préparé un bouillon aussi riche là, sans utiliser de produits animaux, car c'est un plat végétarien. Après s'être rempli le ventre avec le ramen spécial de Joichi, ils ressortent tous en ayant l'air d'avoir abusé de Botox. Il est bientôt temps de juger les hommes, alors ils votent tous en faveur de Joichi, ajoutant une autre défaite au compteur de Soma. Soma est visiblement contrarié, mais il accepte sa défaite pour la 500e fois et note ses pertes. Et sur le chemin du retour avec Megumi, il jure qu'il est toujours déterminé à atteindre la première place des 10 élites. Peu de temps après, Joichi fait ses valises pour revenir, disant qu'il a quelque chose à régler à l'hôtel de l'académie. Alors qu'il sort,
Rina est aussi par hasard sur le point de partir, et pendant un bref instant, en recevant des nouvelles de son assistant, elle l'aperçoit en train de sortir. Mais quand elle arrête la voiture, elle ne le trouve plus et a le cœur brisé. Quelques jours plus tard, Grace passe devant le restaurant de Soma et semble avoir envie de le revoir. Alors, une de ses amies commence à la taquiner en disant qu'elle aurait dû tenter sa chance quand il était encore là. Étonnamment, Soma ouvre le restaurant de l'intérieur, et les habitants du quartier commencent à réclamer qu'il leur prépare un de ses délicieux plats. En un rien de temps, il sert ses clients et satisfait leurs envies. En le regardant travailler, Grace repense au bon vieux temps où voir Soma cuisiner la faisait vouloir l'attraper tout de suite. Mais maintenant qu'il est dans une autre école, elle trouve qu'il a pris de l'assurance et qu'il est plus difficile à atteindre. Pendant ce temps, Soma remarque que les rues sont plus clairsemées que d'habitude et découvre par le président de la communauté qu'il y a une gare de l'autre côté de la rue qui vend du carillage, également connu sous le nom de poulet frit. Donc les gens, on les reproduit, cela signifie qu'il a utilisé l'épée noire pour couper la glace, puis a utilisé la même glace pour échapper au feu. Fatigué de cette situation, Salinger mélange l'air et la foudre pour provoquer une tempête de sable tonitruante, mais Rin crée un golem pour protéger Iska, la voyant comme une nuisance. Salinger décide de l'éliminer en premier, mais c'est alors qu'Alice apparaît et la protège avec sa magie de glace. Malgré toutes les capacités remarquables de Salinger, il se révèle finalement être un adversaire de taille pour Iska et la maîtrise habile de ses épées. Trouvant amusant l'ironie du destin de lui avoir présenté un adversaire si redoutable, Salinger, au lieu de poursuivre le combat, saute dans les puits inférieurs comme un vrai clochard, mettant fin à leur bataille par un match nul. Le matin, Rin dit à Alice que tous les prisonniers ont été recensés et que les choses se sont enfin calmées. Quand Alice demande si elle va bien, Rin essaie de faire la forte, mais Alice lui dit de baisser sa garde car elle n'est pas seulement son maître, mais aussi son ami. Elle demande quelle est la situation dans les autres endroits, et Rin révèle que les soldats de l'Empire ont quitté leurs frontières. Alice lève les yeux vers le soleil levant et réalise qu'Iska a choisi de les aider alors qu'il aurait pu simplement s'échapper après avoir déverrouillé ses menottes. Réalisant que son niveau d'excitation est à son maximum, rien qu'en pensant à Iska, elle revient rapidement à la réalité et décide de retourner dans la province centrale afin qu'il puisse tout raconter à la reine. Pendant ce temps, Nameless arrive dans l'Empire, mais est étonnamment confronté à un autre Nameless portant exactement le même costume. Il s'avère que celle qui a combattu Alice à l'extérieur de la prison était en fait Rizia, qui voulait juste tester la combinaison militaire avancée, la jugeant trop difficile pour quelqu'un comme elle. Elle décide qu'elle préfère compter sur ses compétences plutôt que sur ses combinaisons de nomades bon marché. Ils discutent ensuite de la mission, mentionnant comment 2 escouades ont pu infiltrer la province centrale, ce qui signifie qu'ils ont accès au palais. Avant de partir informer les anciens, Rizia révèle que l'empereur est très intéressé par Iska, le successeur de l'Acier Noir. Au Sénat, les 8 grands apôtres discutent des événements qui viennent de se produire et préparent la prochaine étape de leur plan. Pendant ce temps, l'unité N07 s'échappe avec succès du territoire de Nebulis sans rencontrer de problème. Et tandis qu'ils discutent du facteur chance dans leur mission, Iska rêve de tout ce qui s'est passé après avoir été kidnappé. Tout le monde est content jusqu'à ce qu'Iska ait l'idée stupide de demander à Miss Smith au sujet de sa crête, la plongeant dans la panique. Plus tard dans la nuit, Alice et Rin prennent le temps de réfléchir aux événements des derniers jours. Et après toutes les merdes qu'ils ont traversées, Rin reconnaît finalement Iska comme un guerrier respectueux. Cependant, il reste inconscient que Sisbel espionne secrètement leur conversation, écoutant tout ce qu'ils discutent. En entendant le nom d'Iska, elle se rappelle soudainement du soldat impérial qui l'avait autrefois fait sortir de prison, ce qui la pousse à se demander si Iska pourrait vraiment être la même personne. En regardant les étoiles, elle prie pour revoir cet homme un jour. Plus tard, Rizia entre dans une pièce très sécurisée pour demander audience à l'empereur et l'informe du retour d'Iska. Lorsqu'elle est sur le point de mentionner Salinger, l'empereur n'y porte aucun intérêt, affirmant qu'elle n'a pas de temps pour de telles petites gênes. Déguisé en fille chat qui piège les modérateurs de Discord avec sa mignonnerie, l'empereur ne s'intéresse qu'à l'évolution de l'histoire d'amour entre Alice et Iska, qui selon elle est la chose la plus intéressante qui soit arrivée depuis 100 ans. Pendant ce temps, Sisbel fait un rêve sur la mort de sa mère et se réveille en souffle coupé. Quand elle quitte sa chambre pour rencontrer Milaver, elle la trouve en train de converser avec des nobles et retourne dans sa chambre. Peu de temps après, Shuvaltz l'informe que la reine a exigé sa présence. Milaver lui demande de visiter Alcemira, une nation indépendante qui n'est pas neutre et qui, selon les rumeurs, aurait des liens avec l'Empire. Elle veut que Sisbel et son esprit astral découvrent si les rumeurs sont vraies ou non. Ayant reçu ses ordres, Sisbel quitte la salle du trône et Milaver est informé du retour d'Eletyr, la première princesse. De retour dans l'Empire, Iska revient de son examen physique, et Nin l'informe qu'ils doivent partir en mission dans une semaine. Leurs emblèmes doivent être retirés d'ici là, mais celui de Miss Smith ne bouge pas, ce qui la désespère.
À ce moment-là, une fille aux cheveux bruns entre dans la pièce en grondant Rizia, qui s'excuse en plaisantant pour son erreur. La fille se présente comme Michaela, membre de l'équipe de coordination médicale, et révèle qu'elle a trouvé un gros problème dans leur rapport. Miss Smith commence à s'inquiéter, pensant qu'elle est en train d'être exposée ici. Mais en réalité, Michaela révèle qu'ils ont travaillé beaucoup plus que la limite maximale. La limite est de 30 jours, mais Uniten 07 a travaillé bien au-delà de cela. Ainsi, Michaela leur accorde généreusement 60 jours de vacances au grand mécontentement de Rizia. Dès qu'ils partent, Miss Smith est super contente car ils ne seront pas examinés pendant encore 2 mois. Maintenant, ils ont beaucoup de temps pour résoudre la situation de l'écusson de Miss Smith, donc Nin se charge de leur réserver un endroit loin de l'Empire. De retour dans la souveraineté de Nebulis, Alice est ensevelie sous la paperasse, donc Rin suggère qu'ils fassent une pause. Alice commente la nature ennuyeuse de son travail et dit qu'elle a besoin d'un peu d'excitation dans sa vie. À ce moment-là, ils entendent une fête foraine dehors et Alice soupçonne que ce doit être pour sa sœur Eltyr. Voulant lui souhaiter la bienvenue, elle sort de la pièce seulement pour tomber sur Sisbel, qui fait immédiatement demi-tour en les voyant. Rin fait remarquer que Sisbel est une personne complètement différente maintenant, affirmant qu'elle était autrefois énergique et joyeuse. Alice dit qu'elle ne lui en veut pas, car les choses ont été super maladroites depuis que toutes les trois sont devenues candidates pour être la prochaine reine. Alice aimerait pouvoir prendre du temps libre de la province centrale, mais Rin lui conseille strictement de ne pas le faire car Sisbel part déjà sur ordre de la reine et la province a besoin de ses mages les plus forts ici en cas d'invasion de l'Empire. D'un autre côté, Sisbel demande à Shuvals de la conduire à Alcemira, mais l'homme est un peu inquiet car elle part sans aucun garde. Cependant, elle joue une conversation avec des nobles peu scrupuleux en utilisant son art, révélant qu'elle ne fait confiance à personne sauf à lui. Avec son rêve précédent, elle croit fermement que quelqu'un s'en prend à sa mère et veut la protéger quoi qu'il arrive. Le seigneur masqué le regarde partir et retourne à son palais où il est visité par la première princesse Eltyr, qui ressemble à Jacksepticeye de 2016 s'il était une femme aux formes généreuses. Le seigneur essaie de la flatter, mais elle va droit au but, affirmant que l'un des leurs est impliqué avec l'Empire. Elle croit que cette personne n'a pas encore trahi la souveraineté de Nebulis, mais elle doit arrêter cela avant que cela ne devienne incontrôlable. Pendant ce temps, l'unité Nenero 07 arrive dans la nation indépendante d'Alsamira pour profiter de leurs vacances de 60 jours. Peu après, les demoiselles arrivent en maillot de bain et les vagues sont la seule chose qui monte à la vue du duo divin. Après avoir nagé presque toute la journée, l'équipe retourne à l'hôtel avec Jean portant Miss Smith sur son dos. Nin demande à Jean de ramener le capitaine à l'hôtel tandis qu'elle et Iska vont chercher quelque chose pour le dîner. Alors qu'elle part prendre une pause rapide aux toilettes, Iska l'attend à l'extérieur lorsqu'une fille le heurte. En regardant son visage, Iska réalise que c'est la même fille qui l'a sauvée de la prison. Mais avant qu'il ne puisse rattraper le temps perdu, Nin revient et attire l'attention d'Iska. Iska explique qu'il a croisé une fille, mais se retourne pour voir que Sisbel a disparu. Iska n'y prête pas attention et se dirige vers le supermarché, tandis que Sisbel court un marathon entier pour s'éloigner de cet être hideux dès que possible. Alors que Shuvals la rejoint, elle lui dit avec joie qu'elle a trouvé le gars qui l'a fait sortir de prison. Le soir, Sisbel et Shuvals quittent l'hôtel tard dans la nuit, et Sisbel utilise son art astral pour rejouer le moment où elle a rencontré Iska plus tôt. En utilisant cette reconstitution, elle parvient à suivre les traces d'Iska à l'extérieur de l'hôtel. Et après avoir consulté son majordome, elle décide de lui rendre visite. Au lieu de frapper, elle déverrouille simplement la porte et entre, et Iska la plaque immédiatement au sol, pensant qu'elle est une assassin. Cependant, lorsque le clair de lune éclaire son visage, Iska la reconnaît comme la fille d'avant. Elle révèle qu'elle est venue ici pour le voir et pour l'inviter à revenir dans la souveraineté. Pendant ce temps, dans la souveraineté de Nebulis, Alice est épuisée par tout le travail, mais Rin lui rappelle qu'elles ont une rencontre demain à 5 h de l'après-midi. Juste à ce moment, Milaverme se présente à la porte et demande à Alice de l'accompagner. Alors qu'Alice et Ren la suivent, elle les emmène à l'extérieur de la chambre de Sisbel et mentionne comment elle, malgré le fait d'être la reine, est aussi une mère. Bien que les serviteurs ne voient là pas Sisbel comme une reine potentielle, elle s'inquiète toujours pour elle, car Sisbel reste enfermée dans sa chambre toute la journée. En tant que sa mère, elle veut savoir ce que traverse Sisbel, alors Alice accepte de l'aider. Elle se sépare pour chercher dans sa chambre, et Alice trouve un vieux journal de l'arrestation d'Iska sous une de ses peluches. Incapable de faire le lien, Alice est laissée perplexe quant à la manière dont Sisbel connaît Iska. Rin pense que Sisbel doit enquêter sur Iska, ce qui amène Alice à croire qu'elle a dû les voir ensemble, elle et l'épéiste. Rin ajoute que l'esprit astral de Sisbel ne peut voir qu'à 300 mètres, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen qu'elle les ait vus à Alcatros ou dans la cité neutre. La seule explication est qu'elle a dû entendre leur conversation et maintenant, Rin pense que Sisbel se méfie d'Alice. De retour à Alsamira, Sisbel se présente et demande poliment à Iska de descendre d'elle. Iska allume les lumières
et elle s'excuse d'avoir dérangé en pleine nuit. Elle regrette de ne pas avoir remercié Iska quand il l'a libérée, alors en guise de gratitude, elle offre son bracelet. Iska s'attendait probablement à quelque chose de plus intime, alors il refuse le cadeau. Elle révèle qu'elle a beaucoup lu à son sujet dans le journal et sait qu'il a perdu son statut de disciple saint à cause d'elle. C'est pourquoi elle veut qu'Iska retrouve cet honneur en venant à la souveraineté Nébulis. Cela rappelle à Iska le moment où Alice lui a demandé de servir sous elle, alors l'homme demande pourquoi elle l'a choisi parmi tous ceux du palais. Sisbel perd son sang-froid un instant et révèle qu'elle ne peut faire confiance à personne. Mais ensuite, elle est embarrassée et s'en va pour qu'Iska puisse réfléchir à sa décision. Après son départ, Iska remarque qu'elle a laissé son bracelet dans sa chambre. Dans la souveraineté Nébulis, Alice et Rin rencontrent la reine et disent qu'ils n'ont rien trouvé. Rin propose respectueusement d'envoyer Alice à Al-Samira pour que Sisbel puisse se confier à sa sœur et exprimer ses inquiétudes. Ne voyant aucun mal dans la suggestion de Rin, Milavert accepte d'envoyer Alice après elle. Dans l'Empire, les 8 apôtres apprennent d'un espion que Sisbel s'est rendu dans la nation indépendante d'Al-Samira avec un seul garde. Ce serait l'occasion idéale pour eux de déployer leur nouvelle arme, qu'ils appellent la machine de chasse aux sorcières, et de capturer la princesse de race pure. Pendant ce temps, l'unité numéro 7 prépare un barbecue pour le petit déjeuner, mais les filles remarquent qu'Iska est absorbée dans ses pensées. D'un autre côté, Eltyr rend à nouveau visite au Seigneur masqué, et les deux continuent leur conversation de l'autre jour. Eltyr révèle alors que ceux qui contactent les empires ne sont autres que ses propres sœurs. Le seigneur masqué éclate de rire, pensant qu'Eltyr plaisante, mais quand elle lui assure qu'elle dit la vérité, il se précipite comme un admirateur pour aider de toutes les manières possibles. Elle pense que ses sœurs pourraient trahir la souveraineté de Nébulis, mais comme elle les aime, elle ne pourra pas les punir. Donc, si ce moment arrive, elle veut que le seigneur masqué soit le juge. Voyant la femme en désespoir, le seigneur la réconforte, promettant de s'occuper de ses sœurs en cas de besoin. Pendant ce temps, Alice est en route pour Al-Samira, tandis que le conducteur du bus parle d'une grande bête appelée le basilic. Juste à ce moment-là, le conducteur freine brusquement et mentionne qu'il a vu des empreintes géantes sur la route. Alice, étant la girl boss qu'elle est, quitte le bus pour voir une empreinte géante à l'avant qui ne ressemble pas à celle du basilic. Elle remarque également une flaque d'huile de machine et d'autres empreintes de pas se dirigeant vers la ville, ce qui éveille ses sens d'araignée. À l'intérieur de la ville, l'équipe retourne à l'hôtel et Miss Smith est fatiguée comme d'habitude. Il s'avère qu'Iska a eu l'idée brillante de changer de lieu car il ne voulait pas que Sisbel s'implique avec le reste de son équipe. À cause de toute la chaleur dans la zone, tout le monde transpire énormément, ce qui fait que la couverture de crête de Miss Smith se décolle. Cela lui rappelle qu'ils doivent trouver un moyen de l'enlever définitivement, mais Jean révèle qu'ils n'ont rien trouvé même après des heures de réflexion. Ainsi, il veut que Miss Smith profite d'une partie de leurs vacances avant de retourner à la planche à dessin. Cependant, il mentionne également que cette ville possède des articles de l'Empire et de la souveraineté Nébulis, ce qui signifie qu'ils peuvent trouver le moment que Noro a utilisé pour cacher sa crête astrale. Plus tard, ils arrivent à l'hôtel et Iska part échanger la monnaie. Cependant, Jean le voit regarder autour de lui avec suspicion et réalise que quelque chose ne va pas. Peu après, Sisbel arrive, alors Iska l'emmène dans un endroit discret pour qu'il puisse ne parler en privé. Une fois là-bas, il demande à Sisbel comment elle a réussi à le localiser si rapidement, étant donné qu'il a changé d'hôtel pour l'éviter au départ. Sisbel révèle que c'est grâce à son esprit astral qu'elle peut jouer le passé comme une vidéo. Alors qu'ils commencent à parler, Sisbel révèle enfin qu'elle est une princesse et l'une des héritières officielles du trône. Iska réalise que Sisbel est la sœur d'Alice, ce qui le rend encore plus perplexe. Pourquoi une princesse voudrait-elle d'un idiot hideux comme lui ? Elle révèle que c'est parce qu'une personne visant un objectif plus grand en veut à la vie de leur mère. Si la reine devait mourir, l'étape suivante serait une guerre totale contre l'Empire, ce qui entraînerait des pertes et destructions inimaginables. Sisbel a découvert ce plan grâce à ses pouvoirs astrales, mais parce qu'elle ne sait pas qui en est à l'origine, elle ne peut faire confiance à personne pour l'instant. Elle demande alors désespérément à Iska de la rejoindre, afin qu'ils puissent empêcher la guerre de reprendre. Pendant ce temps, Alice arrive en ville et rencontre Shuvaltz, qui s'inquiète parce que Sisbel est parti Dieu sait où. Iska dit qu'il ne veut pas non plus une guerre totale, mais il ne peut toujours pas aller avec elle. Sisbel n'arrête pas de parler de la guerre totale potentielle qu'ils doivent arrêter, mais Iska dit que ses objectifs sont encore plus ambitieux. Il veut non seulement arrêter la guerre, mais aussi résoudre le conflit de 100 ans entre les deux nations. Lorsqu'il propose des négociations de paix, Sisbel dit que son peuple ne pourra jamais pardonner à l'Empire les atrocités qu'ils ont commises. Iska se souvient de se battre derrière Alice et est sur le point de lui dire qu'elle peut compter sur sa sœur, mais juste à ce moment-là, le seigneur masqué apparaît de nulle part avec des mages pour capturer Sisbel. Iska le reconnaît comme l'homme qui a donné un coup de pied à Miss Smith dans le portail, et alors que le seigneur masqué déclare Sisbel traîtresse, elle lui dit « Tu ne sais rien, Jon Snow ».
Cependant, le seigneur masqué affirme clairement qu'il ne se soucie pas de son histoire, car tout ce qu'il veut, c'est avoir l'avantage dans l'élection. Alors que Sisbel s'enfuit, il ordonne à ses gardes de la capturer, mais Iska se met en travers de leur chemin, leur rappelant qu'ils sont du même côté. Même lorsqu'Iska insiste pour qu'ils écoutent le raisonnement de Sisbel, le seigneur masqué lui demande de ne pas interférer dans les affaires de la souveraineté de Nébulis. Juste à ce moment-là, une machine géante atterrit devant Sisbel, qui est l'arme de chasse aux sorcières créée par les 8 apôtres. Iska essaie d'empêcher les gardes de capturer Sisbel, mais le seigneur masqué lui dit encore une fois de ne pas se mêler de leurs affaires. Iska soutient que Sisbel doit avoir une raison valable pour contacter quelqu'un de l'Empire, mais le seigneur masqué mentionne que ses motivations sont sans importance, car tout contact avec l'ennemi est contre les règles. À ce moment-là, Shin arrive avec une escouade, comme une carène, sur le point d'appeler la police pour leur barbecue. Miss Smith se souvient du seigneur masqué de leur précédente rencontre, et Nin aperçoit l'arme expérimentale de l'Empire au loin. L'arme vise toutes les personnes avec des crêtes astrales dans la zone comme ses cibles, ce qui inclut malheureusement aussi Miss Smith. Le chasseur de sorcières donne la priorité à Sisbel car elle est de sang pur et part à sa poursuite en ignorant le seigneur masqué et ses hommes. L'homme décide de rejoindre le combat, mais Shin tire un coup de semonce pour lui ordonner de ne pas bouger d'un pouce. Lord argue qu'il est simplement là pour attraper un traître, mais Shin ne va pas le laisser s'en tirer pour avoir poussé Miss Smith dans le vortex. Le seigneur demande à ses gardes de faire pleuvoir le feu sur l'escouade, et quand il lui rappelle que cette nation n'est pas impliquée dans la guerre, il révèle que le côté perdant sera celui à blâmer pour toute destruction causée ici. Pendant ce temps, le chasseur de sorcières est sur le point de faire exploser Sisbel, mais Iska part le laser et lui sauve la vie. Nin arrive également, déterminé à éteindre la machine avant qu'elle n'envoie des données aux apôtres. Iska combat la machine de front pour gagner du temps pour Nin, mais réalise rapidement que ses épées ne peuvent pas pénétrer son armure. Il doit constamment surveiller Sisbel pendant qu'il combat la machine, ce qui l'amène à se demander pourquoi il risque sa vie pour sauver la sienne. Iska en a marre de son bavardage constant et lui dit de la fermer, révélant qu'il n'a aucune intention de laisser quelqu'un lui faire du mal. Alors qu'il se bat à nouveau avec la machine, Sisbel est tellement ému que ses yeux ne sont pas les seuls à devenir humides. Juste à ce moment-là, Nin entre les coordonnées dans son lance-missile, ce qui lui permet de détruire le robot. D'un autre côté, Jin et Miss Smith échappent de justesse à l'attaque pour que le seigneur masqué apparaisse juste derrière eux. Jin engage un combat rapproché avec le seigneur, mais il est maintenant conscient de son pouvoir astral et se blesse. En se relevant, Shin sort un pistolet et lui tire dans le cœur, mais la balle est arrêtée par l'enregistreur vocal qu'il allait utiliser pour accuser à tort Sisbel de trahison. Avec les preuves détruites, le Lord décide de recréer la scène où leur fondateur a incendié tout l'Empire avec des flammes. Il commence à répandre de l'essence partout et demande à sa garde astrale de feu de l'allumer. Cependant, son art astral cesse de fonctionner, laissant tout le monde perplexe. Juste à ce moment-là, il remarque que Miss Smith utilise son propre art astral de vent pour éteindre le feu, alors il décide de la capturer comme sujet de test. Cependant, Jin tire sur le masque et le sourire suffisant de son visage, forçant l'homme à battre en retraite. D'un autre côté, le chasseur de sorcières survit à peine au missile et passe à l'alimentation de secours pour faire exploser tout le monde. Alors qu'il charge le laser, Sisbel reconnaît rapidement qu'il s'agit de l'énergie astrale lumineuse. Quand le laser est tiré, Iska et Sisbel l'évitent de justesse, mais l'attaque est si puissante que les explosions sont entendues par Jin et Miss Smith qui sont loin de la zone. Tandis que le chasseur de sorcières recharge le laser, Nin tente à nouveau de tirer des missiles dessus, mais cette fois ses attaques sont sans effet. Puisqu'elle est plus inutile que cette cure dans cette situation, Iska lui demande de se regrouper avec Jin et de ne pas le gêner. Après son départ, Iska charge, tranchant à travers les lasers avec ses épées, tandis que Sisbel reste là pour le soutenir moralement. Juste à ce moment-là, elle utilise son pouvoir pour rejouer une tempête de sable qui s'est produite ici il y a quelques temps, causant au chasseur de sorcières de perdre la vision. Cela permet à Iska d'aller droit au but et de détruire le cœur de la machine. Mais dès qu'ils baissent leur garde, une lumière violette kidnappe Sisbel et la machine se transforme en un Pokémon cool. Peu après, Nin retrouve Miss Smith et Jin, mais il réalise que la fumée de l'explosion peut être vue de loin et les gens ont commencé à se rassembler autour de la zone pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps, Iska affronte à nouveau le robot, mais commence maintenant à avoir du mal. C'est alors qu'il remarque quelqu'un utilisant la magie de glace pour repousser le robot et il sait qu'une seule personne est capable d'un tel pouvoir. Cette personne n'est autre qu'Alice, qui exige le retour de sa sœur, tout comme lorsqu'ils ont combattu le fondateur, Iska et Alice se battent ensemble en parfaite harmonie, mais contrairement à avant, le robot parvient à contrer leurs attaques. C'est alors qu'Alice réalise qu'ils combattent en fait un esprit astral, qui commence bientôt à leur parler dans la langue des esprits. Voyant comment l'esprit va niveler toute la ville sans hésiter, Alice appelle une nouvelle fois une trêve temporaire avec Iska, lui demandant de se battre à ses côtés. Une fois de plus, les deux commencent à attaquer l'esprit et fusionnent leurs pouvoirs pour submerger l'adversaire. Peu de temps après, ils parviennent à vaincre l'esprit et en sort Sisbel, qui était prisonnière à l'intérieur de son corps.
Peu après, les apôtres perdent le contact avec la machine, mais ils considèrent que c'est un léger contretemps, car ils sont prêts pour leur prochain plan. De retour en ville, Alice remercie Iska pour son aide, mais commence à se sentir conflictuelle car, après tout, il est toujours son ennemi. Au milieu de son bavardage incessant, Sisbel se réveille finalement et demande à Alice comment elle connaît Iska. Alice, dans son style typiquement tsundere, prétend qu'elle ne le connaît pas du tout et force Iska à confirmer son mensonge. Sisbel sait déjà qu'il parle à tort, mais elle décide de jouer le jeu et demande à Iska d'être son chevalier. Alice devient jalouse, mais elle ne peut pas interférer parce qu'elle vient de dire qu'elle ne connaît pas Iska. L'homme est maintenant coincé avec le choix difficile de savoir quelle sœur séduire, mais il décide de retourner vers son équipe comme un total lâche. De retour dans l'Empire, Rija et le Sans-Nom sont dans la chambre de l'empereur discutant des actions héroïques inattendues d'Iska. Quand Nameless demande où se trouve l'empereur, Rija révèle qu'elle est sortie prendre l'air. Pendant ce temps, Solinger est dans le parc, réfléchissant à la façon dont Iska l'intrigue lorsqu'il voit une queue de chat derrière un arbre. Il demande à la personne de sortir de sa cachette, qui n'est autre que l'empereur. De retour dans la souveraineté de Nebulis, Lord Mask revient à son palais et se prépare à préparer Lady Kissing pour les élections. En même temps, Eltiar est convoqué par la reine qui lui reproche d'avoir divulgué des informations sur la localisation de Sisbel et lui demande si elle est vraiment la véritable Eltiar ou non, ce qui la fait sourire. Pendant ce temps, Rin attend avec impatience le retour d'Alice en un seul morceau, sans savoir qu'elle est en réalité occupée à séduire Iska. Alice demande à Iska de faire semblant de ne pas la connaître devant ses amis, trouvant excitant que ce soit leur petit secret. Elle regarde ensuite Iska de près et devient toute gênée, réalisant qu'il est tout aussi laid de près que de loin. Avec cela, les deux prennent des chemins différents, espérant se revoir bientôt. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.